Hello et bienvenue dans la Lecture Obscure, le podcast où le tarot rencontre le business sans détour. Je suis Gaëtan Ballester, tarologue, et j'aide les pros du bien-être à communiquer pour atteindre les clients qui ont vraiment besoin d'eux. Cartes, bien-être, stratégie, tout ce que les pros de l'ésotérisme n'osent pas dire à voix haute. Si tu construis ta pratique ou si tu veux la faire grandir, tu es exactement où il faut. Je ne fais pas partie de ceux qui nettoient régulièrement avec du gros sel ou à la lumière de la lune leur tarot ou leurs cartes. Et encore moins pour, mes pierres. Et oui, je l'avoue, je ne les recharge pas régulièrement. Pourtant, à côté de ça, je refuse de prêter mes jeux lorsque j'organise des ateliers d'initiation au tarot. C'est fou parce qu'on est des pros du bien-être, on est souvent là à apporter ce conseil d'être aligné, de forger ses propres croyances, et pourtant on est clafis de rituels plus fous les uns que les autres. Alors aujourd'hui on va se demander pourquoi. Alors dans cet épisode on va commencer par nommer quelques-unes de ces légendes, rituels, croyances, et essayer de les comprendre. Alors je commence avec Mercure rétrograde. Mercure rétrograde, si vous suivez des comptes d'astrologues, et vous en avez écouté plusieurs sur cette émission, vous avez sans doute entendu parler de Mercure rétrograde. Mercure rétrograde, si j'ai bien compris, parce que je ne me suis pas plus penché sur le sujet, c'est la cata. C'est la cata, et notamment autour de la technologie. Donc les astrologues en commentaire, n'hésitez pas à me corriger, mais moi, ce que j'en ai retenu, c'est que pendant que Mercure rétrograde, on peut avoir notre ordinateur qui tombe en panne, nos mails qui ne s'envoient pas alors qu'ils auraient dû s'envoyer, notre voiture qui a un couac, un voyant qui s'allume. Et c'est un peu la loi de Murphy, le chaos qui se répète, se bouscule dans une même période. Et ce qui est intéressant avec Mercure rétrograde, c'est que bien sûr on peut attribuer cette force à Mercure, mais c'est aussi intéressant de voir qu'on a besoin de nommer ce chaos, lui donner un sens pour pouvoir le supporter davantage. Moi, pendant une phase de Mercure rétrograde, j'ai eu de façon consécutive la suppression maladroite de ma première formation. Tout le contenu que j'avais enregistré s'est supprimé une fois, parce que mon téléphone est mort et ces fichiers n'étaient pas récupérables, et une deuxième fois où j'ai fait une mauvaise manipulation. Clairement, c'était dur, clairement, ça m'a fait enrager, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me pencher sur Mercure qui est rétrograde, en me disant, ok, on était en Mercure rétrograde, à l'avenir, toutes ces tâches administratives, toutes ces tâches bureautiques, je ne sais pas si on dit comme ça, je les planifierai dans des espaces plus stable. Et c'est intéressant parce qu'on peut voir le côté spirituel et se dire moi je vais plus faire des enregistrements pendant Mercure rétrograde, et ça veut pas dire qu'on ne va pas en faire, ça veut dire qu'on va les anticiper et les faire en amont, ou préparer des plages pour réaliser sa création de contenu, par exemple, si on parle de ça après. Et je vais me concentrer sur autre chose pendant Mercure rétrograde. D'un point de vue organisation et étape de créateur de projet, c'est hyper intéressant parce qu'en nommant ce chaos, on arrive à composer avec. Je continue parce qu'il y en a beaucoup. J'ai aussi évoqué les cristaux et les pierres. Alors, l'idée qu'on utilise par exemple de la labradorite ou bien de l'œil de tigre ou de l'œil de taureau pour se protéger des mauvaises énergies. Là aussi, c'est intéressant parce que c'est une croyance qu'on a beaucoup et qui fait vendre beaucoup de pierres, parce que combien de fois je me suis retrouvé dans des boutiques ésotériques avec des clients qui rentrent et qui apportent une problématique, voire une pathologie, et on leur propose une pierre pour résoudre tous leurs soucis. C'est assez cocasse quand on le regarde sous cet angle, et en même temps, c'est une ritualisation. L'objet, la pierre, comme ici ce quartz rose qui peut apaiser les cœurs, ça devient un totem de notre intention. Alors, moi je crois fermement que les pierres ont un pouvoir, mais je crois aussi en cet effet totem qui va nous aider à aller plus loin dans l'émission de notre intention. Donc, les pierres comme effet de régulateur émotionnel,
c'est une croyance qui est très populaire, qui fait un peu passer les pros du bien-être pour des perchés, mais c'est une croyance qui, à mon sens, a un très bel impact. Après, il faut faire attention parce que, par exemple, dire ben, moi je mets de la labradorite lorsque je fais des consultations pour me protéger de l'énergie des consultants, ça apporte aussi une croyance un peu perverse que notre énergie, elle est plus pure que celle de nos consultants. Que l'énergie du praticien qui dispose ces pierres, elle est plus élevée que celle des visiteurs. Et là, on tombe un peu dans la posture, en tout cas dans la pensée de gourou, dans la pensée d'être divin, et c'est une pente très glissante. Je continue mes points avec la lune et les timings. Par exemple, je poste mes réels en lune croissante uniquement. Ça, c'est génial pour les astrologues, par exemple, mais c'est génial aussi pour tout pro du bien-être qui a du mal à implémenter de la régularité dans sa création de contenu, dans sa productivité, parce que suivre le cycle de la Lune, ou de n'importe quoi d'autre, hein, suivre les sabbats, par exemple, ça va pousser à avoir ses rendez-vous et à être productif. Et aujourd'hui, si vous voulez être visible, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi via le bouche à oreille, ça vous pousse à être dans une régularité. Aller régulièrement dans des réseaux d'entrepreneurs, poster régulièrement sur les réseaux sociaux, mettre à jour régulièrement votre fiche Google Business, tout ça c'est important. Et donc si pour vous, eh bien, c'est rattaché en plus à une croyance autour de la Lune, je sais que personnellement je suis très sensible au cycle lunaire, eh bien ça ajoute un peu plus de puissance à ces rituels, et si c'est ça qui vous motive à être dans la régularité, continuez. On continue avec un autre point qui est les nombres et les dates. Par exemple, les personnes qui vont se refuser à avoir des rendez-vous un vendredi 13, ou tout simplement, moi je ne fais pas un début de collaboration un jour en 8 ou en 9. Les numérologues qui écoutent, dites-moi ce qui serait le plus pertinent ou non. Mais voilà, il y a certaines personnes qui vont suivre la numérologie ou des nombres pour faire telle ou telle chose et ne pas faire telle ou telle chose. Alors quand la numérologie vous pousse à vous mettre en action, ça peut être pertinent, mais il ne faut pas éteindre son sens critique. C'est pas parce qu'on est sur un 2 février et qu'une collaboration se présente qu'il faut signer tout de suite. Il faut observer la personne qui vous propose la collaboration, il faut observer les résultats que vous attendez de cette collaboration et que l'autre personne attend. Donc, il faut garder toujours son sens critique. Et d'autre part, faut faire attention aussi à ce que ce rapport à la numérologie ou à ces fétiches ne devienne pas un prétexte de procrastination. Ah oui, mais là, dis donc, moi je suis dans une année 9, c'est pas le moment pour moi de lancer quelque chose. Je vais plutôt attendre d'être dans l'année prochaine ou dans une année 1. Enfin, là, c'est dommage parce que la numérologie devient un prétexte pour attendre, pour repousser et pour rester dans l'inaction. Donc, vigilance, vigilance. Demandez-vous si vous êtes en train de respecter des croyances ou si vous êtes en train de procrastiner. Il y a un dernier point, et celui-ci, il me parle énormément, c'est je vais tirer les cartes avant de faire X. Par exemple, je vais tirer les cartes pour avoir l'énergie du jour, ou plus précisément, je vais tirer les cartes avant de répondre à cette proposition commerciale, je vais tirer les cartes avant de faire cet investissement. Là, c'est intéressant parce qu'il y a un côté, je passe la décision à quelqu'un d'autre, en l'occurrence aux cartes. Donc ça peut nous déconnecter un petit peu de notre prise de décision, de notre leadership. Et ça pourrait être le côté pervers. Par contre, où ça peut devenir un super outil, et c'est comme ça que j'espère l'utiliser, et que j'ai envie en tout cas de le transmettre et que je pense l'utiliser, c'est que ça m'offre un temps calme, en tout cas un temps conscient, pour faire cette prise de décision en regardant la charge émotionnelle qu'il y a autour et en mettant tous les mots nécessaires dessus. Alors je ne sais pas si vous me suivez quand je dis ça, mais à mon sens, ça aide, ce rituel qui peut avoir l'air un peu barré,
Oui, oui, j'ai déjà été dans une boutique à hésiter à m'acheter un chapeau et à tirer les cartes pour voir s'il fallait que je me l'achète ou non, et je me le suis pas acheté. Mais si ça vous intéresse, je vous expliquerai pourquoi dans un réel. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Euh, et oui, on a l'air un peu fou de sortir nos cartes et de les tirer pour prendre une décision. Mais des fois, ça aide justement à prendre une décision plus éclairée, plus consciente. Et c'est en ça que je trouve pertinent. C'est pas un tirage prédictif, c'est un tirage introspectif. Le tirage prédictif, lui, dans cette situation, mettons aujourd'hui, j'ai tiré la carte du diable, je vois que je vais être tenté par plein de choses, du coup, j'annule ma sortie dans un centre commercial. Eh bien, c'est un peu contre-productif parce que ça ne vous challenge pas à vous exercer contre vos dépenses excessives, contre votre spontanéité à sortir votre argent de vos poches alors que c'est pas forcément le bon moment. Voilà. Donc, tirage introspectif pour prendre toutes ces décisions, ça peut être intéressant. Tirage prédictif pour prendre toutes ces décisions, ça commence à devenir dangereux. Je pourrais parler pendant des heures de chacun de ces rituels. D'ailleurs, si vous en avez, s'il y en a qu'on vous a transmis, dites-le moi aussi en commentaire. Mais maintenant, on va passer un petit peu à l'analyse de pourquoi les praticiens du bien-être, on a autant de rituels. Et le premier élément de compréhension, c'est que on transmet énormément qu'il faut apprendre à lâcher prise. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas un conte autour du bien-être, de la cartomancie, de l'astrologie, de la numérologie, de la sophrologie, de l'hypnose, que sais-je, qui n'est pas abordé au moins une fois le lâcher-prise. Le lâcher-prise, on est constamment là à le rabâcher, et pourtant, pour la plupart, on est hyper contrôlant sur ce qu'on fait. Le nombre de personnes que j'accompagne qui ne publient pas de contenu parce qu'elles veulent que ce contenu soit parfait, que ce contenu soit nickel, que les détails, tous les détails de cette présentation soient parfaitement alignés, c'est du contrôle excessif. C'est donc la peur d'être jugé, la peur d'être critiqué, l'envie de plaire, l'envie de bien faire. Et aussi la conscience que on aborde parfois des sujets tellement délicats qu'on en vient à se dire « je n'ai pas le droit à l'erreur, je n'ai pas le droit de faire quelque chose d'imparfait ». Donc tu l'as compris, c'est aussi avec ces rituels une façon de se détourner de l'autocontrôle, en tout cas le rendre plus charmant, mais ça n'en reste pas moins de l'autocontrôle et c'est pas hyper... bah, c'est pas ok. J'arrive pas à le dire d'une autre façon, mais en tout cas, ça n'aide pas à progresser dans sa posture de professionnel du bien-être. Donc demande-toi si tes rituels, ils sont là pour te nourrir ou s'ils sont là pour te contrôler. Le point suivant, c'est la vulnérabilité du solopreneur. Maintenant qu'on est entrepreneur et qu'on est seul dans sa boîte, on n'a plus de boss, on n'a pas de collègues, on n'a pas de plage horaire avec des missions à remplir préétablies et on peut vite se sentir seul, se sentir perdu. Et les rituels, ils nous rapportent un espace de sécurité, un espace rassurant et donc ils viennent remplacer le cadre. Là où c'est intéressant, c'est si, comme je te l'ai dit un peu plus tôt dans cet épisode, ça vient t'aider à installer des routines et garder cette productivité. Mais tu l'as aussi compris, ça peut être problématique parce que ça peut te pousser à installer des routines qui ne mènent pas plus loin ton business, qui n'aident pas ton entreprise, ton projet autour du bien-être à s'élever. Donc demande-toi si actuellement tous ces rituels que tu as installés, ils aident à élever ton business ou si c'est des croyances qui ne se rattachent que à ta spiritualité. Quand je dis que à ta spiritualité, je ne suis pas en train de dire que ton entreprise doit nier ta spiritualité, mais par contre, ton entreprise, elle a besoin d'un cadre qui l'élève. Et si tes rituels ne remplissent pas ce cadre, c'est à toi de trouver comment définir ce cadre-là. Le troisième point, c'est que certaines de ces pratiques sont issues de traditions. Et je vais prêcher pour ma paroisse. Le tarot, moi, quand on me l'a transmis avec l'idée qu'un jeu ne devait pas se partager. Croyance que j'ai balayée du revers de la main. Je n'y croyais pas et je continue par exemple à faire tirer les cartes à mes consultants. Par contre, en atelier, force est de constater qu'après plusieurs
plusieurs séances d'initiation au tarot, j'étais malade. J'avais des nausées, pas longtemps, mais la plupart des thérapeutes m'ont dit « Oui, mais Gaëtan, tu ne t'es pas assez protégé ». Alors, mes barrières énergétiques, mes protections énergétiques, si on croise ce genre de choses, je pense les avoir bien éprouvées, bien rodées. À côté de ça, prêter mes jeux, c'était trop éprouvant et ça me créait ces contre-coups. En psychologie, on pourrait dire aussi que c'est le stress de ces moments, la pression que je me mettais parce que je voulais vraiment que ces ateliers se passent bien, qui a engendré ce mal-être. Pourtant, depuis que j'ai arrêté de prêter mes jeux, eh bien, je n'ai plus cet effet-là. Je ne l'ai plus du tout. Il y a plein d'autres croyances comme celle-ci qui sont issues de traditions qui ont un effet peut-être purement psychologique qu'on a intégré, digéré, ou bien des traditions qui sont là pour une bonne raison. Et là, c'est à chacun de voir midi à sa porte, de questionner ses croyances et voir si elles font sens dans sa chair, dans ses tripes. Je pense que tu es peut-être en train de le comprendre. Au final, tout ça, ça peut relever de l'effet placebo. Est-ce que cette croyance, elle a un réel impact ou non ? Finalement, c'est pas ça qui a une grande importance. Est-ce que ça a des conséquences positives pour toi ou non ? C'est surtout ça la question qu'il faut se poser. Et quand bien même ça aurait des effets positifs, mais aucune vérité scientifique derrière, si pour ton cerveau ça crée un contexte positif, un contexte bénéfique, un contexte sain et valorisant, autant continuer sur cette voie. Alors pour cet épisode de podcast, je te propose un tirage en 2 cartes qui sera là pour évoquer les freins que t'apportent les rituels dans ta vie et aussi les élans que cela t'apporte. Donc je vais mélanger les cartes et on va voir pour moi quels freins et quels élans m'apportent les rituels dans ma pratique. Pour ce faire, j'utilise le Tarotcom, qui est un tarot auto-édité qu'on m'a envoyé tout récemment. D'ailleurs, vous pouvez aller écouter l'épisode avec Léo, son créateur, qui était en train de lancer la campagne Kickstarter lorsqu'on a fait l'enregistrement. Vous en saurez un petit peu plus sur ce tarot très inclusif. Et maintenant, on va voir du coup en quoi mes rituels m'apportent des freins dans ma pratique, dans mon business. J'ai un 2 de denier, un 2 de bâton. Un 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, c'est une carte qui nous parle de contemplation, qui nous parle d'observation, qui nous parle aussi de mise à distance. Et le 2 de bâton, je pense que le frein pour moi, c'est justement que je ne m'autorise pas assez à vous partager mes rituels. Aujourd'hui, je le fais un petit peu plus dans cet épisode. Et ça fait quelques tirages que j'observe où il faudrait que je vous partage avec plus de place, plus d'espace, ma spiritualité, mes croyances, mes rituels. Et je pense que plus qu'un rituel qui me freine, c'est moi qui me freine autour de mes rituels ici, qui ne m'autorise pas à leur donner l'espace nécessaire, qui les met trop à distance. Donc, où est-ce que ça pourrait m'apporter de l'élan, mes rituels ? J'ai un 5 de bâton. Le 5 de bâton, ici... Ici, je le vois comme un clivage. Les rituels, en parler, sans langue de bois, sans faire comme s'ils n'existaient pas, ça permet d'ouvrir des conversations, parfois des conversations houleuses. Peut-être que pour certains d'entre vous, il est totalement absurde que je ne nettoie pas mes pierres. Peut-être que certains vont dire « Gaëtan, c'est un faux pro du bien-être parce que il ne nettoie pas ses pierres. » Eh bien, si vous avez envie d'avoir cette pensée, très bien, ça créera peut-être une conversation, peut-être juste un clivage. Il y aura cette énergie de 5 de bâton, mais qui est là pour me faire croître, pour me faire grandir mon entreprise aussi. Donc, je retiens ça. Je vais vous partager avec plus de force mes croyances, mes rituels, ce que je ne fais pas actuellement, afin qu'on ait ces discussions, ces débats, ces joutes verbales, ces désaccords, mais qui vont m'aider à grandir. Pour conclure cet épisode, et surtout après ce tirage, tu l'as compris, je ne vais pas te dire d'arrêter tes rituels, tes superstitions. Au contraire, je vais même t'inviter à venir me les partager, mais surtout à te demander où est-ce que c'est utile pour toi et où est-ce que ça te nourrit. Et aussi, de l'autre côté, où est-ce que ça te freine et où est-ce que ça t'enferme. Si cet épisode t'a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de la lecture obscure, toujours dans mon camp
en pleine nature. D'ailleurs, je t'y accueille tout cet été, juillet, août, il reste des places. N'hésite pas à m'envoyer un message pour qu'on en discute et à très bientôt pour un prochain épisode de la lecture obscure.